Une attaque ciblée sur la chaîne d'approvisionnement contre les extensions du navigateur Chrome, une analyse d'une vulnérabilité critique de contournement d'authentification dans les dispositifs de sécurité Fortinet. Voici l'épisode 2 de Nest News Review. Maintenant, que puis-je changer? Bienvenue à nouveau, voici le deuxième épisode de la revue de presse Nest. Le premier article d'aujourd'hui, qui nous vient de Quentin Bourg et de l'équipe de recherche et de détection des menaces de Sequoia, porte sur une attaque ciblée contre les extensions du navigateur Chrome. L'attaque a été découverte après avoir affecté l'extension du navigateur Chrome produite par une société de sécurité. Les attaquants ont réussi à accéder au compte d'un développeur de cette extension Chrome en hameçonnant ses identifiants. Ensuite, ils ont ajouté du code malveillant à l'extension et ont téléchargé l'extension modifiée sur le Google Chrome Web Store. Une enquête menée par l'équipe de Sequoia a permis de déterminer qu'une douzaine d'extensions Chrome avaient été compromises par l'attaquant, ce qui pourrait affecter des centaines de milliers d'utilisateurs finaux. Les histoires d'extensions de navigateurs se comportant de manière inattendue font souvent la une des journaux de la cybersécurité. Une analyse approfondie récente de John Tuckner de SecureAnnex se penche sur un autre cas. Le concept de compromission de la chaîne d'approvisionnement a fait la une de nombreux journaux de la cybersécurité, mais des analogies similaires existent dans d'autres secteurs. Par exemple, imaginez un restaurant qui s'approvisionne auprès de différents fournisseurs. Il doit s'assurer que les matières premières qu'il achète ne sont pas contaminées. Ou encore la construction automobile, où les pièces proviennent de diverses petites entreprises. Le constructeur automobile doit inspecter les installations de fabrication utilisées par ses fournisseurs, effectuer des contrôles ponctuels et s'assurer du respect des normes de sécurité, afin d'éviter que des pièces défectueuses ou des pièces qui auraient pu être trafiquées ne se retrouvent dans une voiture. Il en va de même pour les logiciels. À qui s'adressent ces articles? En examinant notre matrice de pertinence 5 par 5, que j'appelle la matrice de pertinence de VAFA, ou VRM en abrégé, nous constatons que ces articles sont principalement pertinents pour les équipes de sécurité, mais qu'ils peuvent également s'appliquer aux RSSI ayant un profil technique. Alors, que pouvez-vous faire? Si vous êtes membre de l'équipe de sécurité, la première étape évidente consiste à vérifier les IOC fournis dans l'article, à les transmettre à votre SIM et à voir si vous avez des correspondances. Une étape suivante consiste à voir comment vous pouvez réduire ce risque à l'avenir. La mesure la plus efficace consiste à réduire, voire à éliminer, les extensions de navigateurs tierces déployées dans votre organisation et à appliquer ce contrôle de manière centralisée, par exemple via des objets de stratégie de groupe ou Intune. Si votre personnel a besoin d'extensions Chrome tierces pour son travail, envisagez de séparer le navigateur sur lequel la navigation web quotidienne a lieu d'un navigateur d'entreprise qui est utilisé pour les fonctions commerciales et qui a un accès limité à Internet. De cette façon, vous pouvez réduire votre exposition ou votre surface de vulnérabilité. La société Island est leader dans le domaine des navigateurs d'entreprise, ce qui permet à une organisation de déployer son navigateur avec des contrôles très granulaires. D'autres fournisseurs, dont Microsoft, tentent de rattraper leur retard, mais Island a une longueur d'avance. Si vous êtes RSSI, vous voudrez peut-être discuter avec votre équipe du risque que représentent les extensions de navigateurs dans votre organisation. Vos contrôles actuels permettent-ils à quiconque d'installer n'importe quelle extension de navigateur et d'exposer par inadvertance l'organisation à des menaces malveillantes? Ou existe-t-il déjà des contrôles en place? Quel est le niveau de confort de l'équipe de sécurité avec les contrôles actuels? Sont-ils convaincus qu'un testeur de pénétration ne serait pas en mesure de convaincre les employés d'installer une extension malveillante et de l'utiliser pour obtenir des identifiants? Ou y a-t-il matière à améliorer les contrôles du navigateur? Vous pouvez également discuter avec vos pairs au sein de l'organisation et lancer l'idée d'adopter un navigateur d'entreprise afin de déterminer le niveau d'effort requis pour tester les applications métiers sur un nouveau navigateur. Et quel est l'impact potentiel qui préoccupe vos pairs? Le conseil pour les utilisateurs individuels reste le même. Évaluez soigneusement si vous avez besoin d'extensions de navigateur. Elles sont rarement indispensables. Chaque fois que vous en avez l'occasion, vérifiez la liste des extensions que vous avez installées. Dans Chrome par exemple, vous faites cela en entrant chrome://extension et parcourez les extensions installées dans votre navigateur. Vous attendez-vous à ce qu'elles soient toutes là? En avez-vous besoin? En avez-vous besoin? Les développeurs de ces extensions sont-ils des entreprises relativement connues? À quand remonte la dernière mise à jour des extensions par le développeur? Que disent les avis des utilisateurs à propos de ces extensions? Passons à autre chose. Le deuxième article est signé Sony et Allé Hammond, de chez Watchtower Lab, et analyse une vulnérabilité critique récente de contournement de l'authentification dans les dispositifs de sécurité Fortinet. Le rapport examine en profondeur la vulnérabilité
et explore la manière dont elle est exploitée par les attaquants pour obtenir un accès super-administrateur sur les FortiGates, permettant effectivement à des parties non autorisées d'avoir un contrôle total sur les systèmes affectés. L'article passe en revue les faiblesses spécifiques du mécanisme d'authentification qui ont été exploitées. Il est passionnant et se termine par un lien JHub vers un code de preuve de concept. À qui s'adresse donc cet article? Que dit la matrice de pertinence de VAFA, VRM? Le score montre que cet article est principalement utile aux équipes de sécurité et au RSSI à l'esprit technique. Cependant, le public gouvernemental et politique suit de près. Que pouvez-vous faire en tant que membre d'une équipe de sécurité? En fonction de votre sphère d'influence, tout ce que vous pouvez faire, c'est continuer à corriger vos appareils. Mais vous pouvez également vous pencher sur des analyses comparatives entre différents fournisseurs d'appareils de sécurité, en vous concentrant sur des facteurs tels que l'historique des vulnérabilités et la cadence des correctifs, la transparence et la précision des avis de sécurité, et l'adoption du cycle de vie de développement sécurisé, SDLC, entre autres. Vous pouvez présenter ce type d'analyse comparative à votre RSSI, en montrant par exemple une augmentation du nombre de vulnérabilités critiques, ou la présence, ou l'absence, de mesures concrètes de la part du fournisseur de dispositifs de sécurité, en décrivant comment il investit dans la modernisation de sa base de code. Vous pouvez accompagner cette analyse d'une recommandation que l'équipe de sécurité peut soutenir en toute confiance. Bien sûr, assurez-vous d'avoir des données à montrer, que le processus de correction de votre équipe est conforme aux normes, que vous corrigez systématiquement vos dispositifs de sécurité peu après la publication d'un correctif par le fournisseur. Le message que vous voulez clarifier pour votre RSSI est de savoir si, malgré les efforts de votre équipe, le risque pour l'organisation reste élevé et s'il peut être réduit, en choisissant un fournisseur de dispositifs de sécurité ayant de meilleurs antécédents. Si vous êtes RSSI, cet article est certainement intéressant à lire, surtout si vous avez une formation technique et que vous aimez les détails des vulnérabilités. Si vous regardez cet article dans le contexte une série apparemment interminable de rapports, concernant quelques fournisseurs, mettant en évidence des vulnérabilités critiques ou de type 0-day dans leurs produits, alors vous pouvez repérer un schéma récurrent. La question est de savoir si vous êtes à l'aise avec ce schéma récurrent, ou si vous estimez qu'il y a suffisamment de raisons pour apporter des changements et remplacer les appareils d'un fournisseur par ceux d'un autre. Il existe un piège courant, ou un écueil logique, dans lequel cette conversation s'empêtre, qui laisse planer le sentiment que tous les fournisseurs auront des vulnérabilités de sécurité dans leurs produits, et qu'il est donc inutile de se lancer dans l'exercice douloureux de migrer de l'un à l'autre, de devoir recycler le personnel de sécurité et de causer d'autres désagréments à l'organisation. Vous avez sans doute de bonnes réponses à cette logique, comme recadrer la conversation pour évaluer la question d'un point de vue neutre, dans le but d'identifier la vérité objective basée sur des faits disponibles et vérifiables. Par exemple, le fournisseur a-t-il été transparent sur les incidents de sécurité, les mesures d'atténuation et les analyses des causes profondes? Le fournisseur utilise-t-il des pratiques de codage sécurisées? Si vous suivez le nombre de vulnérabilités critiques et de gravité élevées au fil du temps, une image commence à se dessiner. Recherchez les tendances. Le nombre de vulnérabilités augmente-t-il ou diminue-t-il? Les correctifs sont-ils appliqués en temps voulu ou en retard? En fin de compte, vous devez traduire cela dans le langage du risque pour l'organisation. Comment les antécédents de votre fournisseur actuel augmentent-ils ou réduisent-ils le risque opérationnel de l'organisation? Ou le risque financier? Ou le risque de réputation? Quel est le retour d'information de vos pairs dans d'autres organisations qui ont déployé des équipements du même fournisseur ou d'autres fournisseurs? Enfin, pour le gouvernement et le public concerné par les politiques, bien que cet article soit assez détaillé, vous voudrez peut-être prendre du recul et examiner les antécédents des fournisseurs de sécurité, en vous concentrant sur les cas où des vulnérabilités récurrentes des produits ont entraîné des pertes financières pour les clients. Et ensuite déterminer quel est l'intérêt de promulguer ou d'appliquer des mesures réglementaires qui protègent les clients qui peuvent prouver qu'ils ont pris des mesures raisonnables pour protéger leurs organisations contre une violation, mais qui ont néanmoins été affectés et ont subi un impact financier en conséquence. Quelles sont les incitations actuelles pour les fournisseurs de sécurité à améliorer leurs produits? Les clients récompensent-ils les fournisseurs plus matures? Quelle trajectoire les données montrent-elles? Les sanctions existantes conduisent-elles à une amélioration des pratiques de sécurité? Ou les mêmes violations se répètent-elles? Quelles sont les conséquences imprévues observables des mesures réglementaires dans les endroits où elles ont été mises en œuvre? C'est tout, c'était l'épisode 2. Je suis Vafa Dario Izadigna. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que j'ai apprécié le préparer. Nest Radio est une initiative qui utilise la voix générée par l'IA pour partager des histoires et des discussions sur la cybersécurité sous forme parlée, avec des auditeurs dans différentes langues. Si vous avez des suggestions d'histoires que vous aimeriez voir couvertes, ou des questions à approfondir,
envoyez-moi un message à nestradio.net. Si vous aimez ce contenu, parlez-en à vos amis. Et n'oubliez pas, soyez curieux.